Bienvenue à toutes et à tous dans cette première série de vidéos sur le Kybalion. Ça va être vraiment une introduction pour vous parler du Kybalion, qui est, je pense, l'un des ouvrages les plus, en tout cas ce qui me concerne, impactants lorsqu'on arrive à pouvoir, j'ai envie de dire, appliquer les enseignements, donc les principes, au quotidien. C'est vraiment puissant. Donc on va faire une petite introduction, ça va être une vidéo qui va pas durer très longtemps, mais pour au moins que vous puissiez avoir tous les éléments qui vont vous permettre d'avoir une grille de lecture assez ouverte. Et puis ensuite, il y aura une série de vidéos par principe, et on va essayer à chaque fois de donner des exemples et de pouvoir justement montrer comment les appliquer au quotidien, parce que c'est ce qui est important à travers en tout cas ces enseignements, c'est de ne pas seulement les garder dans l'intellect, mais de réussir à pouvoir les mettre en pratique et de pouvoir au quotidien justement les appliquer. Qu'est-ce que le Kybalion? Alors le Kybalion, c'est un texte qui regroupe un ensemble d'enseignements, les enseignements qui étaient donnés à l'époque de voix orale, hein, donc c'était à l'oral, et c'était à Kama, donc en Égypte antique. Ces enseignements étaient transmis dans les écoles initiatiques, ou on peut dire tout simplement dans les temples. Ce savoir, il nous a été transmis par Djehouti, ou on peut dire Thoth. Alors c'est vrai qu'avec le temps, les Grecs ont changé Thoth, en tout cas le nom, en Hermès. Bon, on ne veut pas faire un cours d'histoire, mais vous l'avez compris, en tout cas dans notre paradigme, on sait qu'il s'agit de Djehouti ou de Thoth. Beaucoup de personnes peuvent dire que le Kybalion, c'est un peu comme, on va dire entre guillemets, le livre, pour pas dire la Bible, des alchimistes. C'est vraiment cette compétence de transformer le plomb en or. En tout cas, les enseignements qui sont inscrits dans ce livre permettent de pouvoir transformer le plomb en or. Et puis on verra bien évidemment par la suite qu'est-ce qu'on appelle plomb et or et comprendre vraiment de quoi il s'agit par rapport aux alchimistes. Parce que pendant très longtemps, beaucoup d'hommes pensaient qu'il s'agissait réellement de transformer le plomb, donc la matière du plomb, en or, alors qu'on parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur. L'idée, c'est de réussir, de pouvoir se révéler au monde, de pouvoir avoir une grille de lecture depuis notre endroit pour comprendre comment vivre dans l'univers, dans le tout. C'est pour révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Transformer le plomb en or, donc de la matière nous, ce qui fait cher, en ce qui est de meilleur, on va dire entre guillemets en or, pour prendre cet exemple-là, eh bien il s'agit justement de pouvoir nous-mêmes révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Vraiment être en lien avec l'environnement, et quand je dis l'environnement, c'est pas uniquement ici dans le pays où on se trouve, mais vraiment dans le tout, dans l'univers. Chaque peuple a ses propres rites, rituels et cérémonies. Ce qu'on a compris à travers l'histoire, c'est que chaque peuple a ses propres rites, rituels et cérémonies. Par exemple, pendant une grossesse, il y a beaucoup de peuples qui mettent en place un certain nombre de rituels afin de s'assurer que la mère puisse se sentir bien. Et c'est la même chose lorsqu'il y a une naissance. Certains peuples organisent des événements et puis d'autres décident par exemple de rester au plus près de leur nouveau-né. Donc la maman reste proche de son bébé et refuse qu'il y ait d'autres personnes qui puissent voir le bébé avant les 9 premiers jours. Ça, encore une fois, c'est aussi le type de pratique dans lequel on peut inscrire dans un espèce de rite de passage. Pareil avec la circoncision, pareil avec les rites de passage lorsque l'on regarde dans les universités le bizutage. Bref, dans chaque peuple, que ce soit des peuples autochtones, que ce soit des peuples, par exemple des occidentaux, avec lorsqu'il y a une grossesse, le baby gender, hein, savoir quand est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, on fait une cérémonie, on regroupe la famille, il y a, comment dirais-je, parfois c'est un ballon, parfois ça peut être quelque chose qu'il faut éclater et pouf, on voit si c'est couleur bleue un garçon, si c'est couleur rose une fille, bref, il y a un certain nombre de cérémonies, ou de rites, ou de rituels que des peuples mettent en place pour justement réussir à, j'ai envie de dire, aligner, alors, consciemment ou non, ce qu'il y a dans le non visible avec ce qu'il y a de visible. Et je dis bien consciemment ou non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des pratiques sans vraiment se rendre compte du principe qu'il y a derrière, mais toujours est-il que derrière chaque pratique, il y a toujours un principe,
Et que l'on soit conscient ou non, ce principe est actif. Donc on le voit, cet ensemble de pratiques, très souvent, ce sont des pratiques qui sont transmises de génération en génération. Et malheureusement, et là on va revenir sur quelque chose qui nous concerne, c'est qu'avec l'histoire et avec ce qu'on a connu, que ce soit le commerce triangulaire, que ce soit la colonisation et tous ces tumultes qu'on peut retrouver à travers l'histoire, il y a eu des conséquences. De quoi nous sommes-nous coupés? En nous retrouvant coupés de notre environnement, de notre, j'ai envie de dire, de notre matrice, eh bien aujourd'hui, pour les enfants de la diaspora, ou ceux qui sont comme moi actuellement, hein, on fait partie de cette diaspora, on est coupé. Et puis, il y a également un autre constat qui est édifiant, c'est ceux qui sont restés sur le continent, qui eux aussi, aujourd'hui, sont coupés. On va voir que on n'a pas les mêmes enjeux et que justement, l'intérêt, c'est de réussir à pouvoir travailler et pouvoir se rendre compte de ce qui se passe depuis notre endroit, depuis nos propres enjeux, plutôt que de vouloir justement à chaque fois, et c'est peut-être aussi ce à quoi va servir cet ensemble de vidéos, c'est de rester à l'intérieur plutôt que de vouloir à chaque fois changer les choses depuis l'extérieur. Donc, l'un des premiers enjeux, ou l'une des premières réalités qui va le toucher, en ce qui concerne nous qui sommes de la diaspora, c'est de comprendre de quoi nous sommes-nous coupés. Alors, on s'est coupé de trois choses. La première chose, ça va être la nature. C'est vraiment la première fracture qui est pour nous, j'ai envie de dire, très 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 destructrice. Pourquoi je dis que nous sommes coupés de la nature? Aujourd'hui, on vit principalement dans des villes, dans des grandes villes, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux, peu importe, on vit dans des grandes villes. Ou même quand on est en campagne, en réalité, on est encore loin de cette nature de cet environnement dans lequel nous venons, c'est-à-dire sur le continent. Donc, on se retrouve dans un environnement citadin où effectivement les choses sont différentes parce qu'on a un mode de consommation qui est différent, on a une façon de travailler qui est différente. Nous sommes stimulés par des choses qui sont différentes. Là où avant nous étions stimulés par des fourmis, par la nature, les feuillages, par les fruits, par les légumes, par le soleil, par la pluie, par des choses qui sont en lien avec l'environnement et qui peuvent avoir un impact direct sur notre mode de vie. Aujourd'hui, eh bien, bon, la météo n'a pas trop j'allais dire d'impact, mis à part le fait de se dire qu'on va mettre un kawaii quand on va sortir pour aller au travail ou non. Ça n'a pas un impact sur la façon dont on va manger. S'il y a beaucoup de pluie, on sait qu'on peut toujours aller au supermarché et acheter des légumes et des fruits parce qu'avec cette consommation et cette mondialisation, aujourd'hui, on a accès à tout. Et c'est pas forcément toujours une bonne chose. Là où on pense justement que c'est le progrès, on se rend compte qu'en réalité, ça nous coupe d'une réalité où il y a 4 saisons et que c'est pas forcément normal d'avoir des fraises à toutes les saisons. Donc encore une fois, on est coupé de la nature. Et on en oublie même que la nature fait partie du tout, fait partie de l'univers. C'est la raison pour laquelle on a un lien, un rapport à la nature qui est juste un rapport, encore une fois, de consommation. Très souvent, on va à la nature pour aller les vacances parce qu'on a besoin de se reposer, on la voit la nature comme un espèce de décor, on en fait même un décor. Par exemple, quand on va à Center Park, on se rend bien compte qu'il y a cette envie de pouvoir, alors ça dépend des Center Park, mais de créer un parc, parfois aquatique, ou parfois même un parc naturel pour que les gens puissent se déconnecter des réseaux, de leur mode de vie habituel au quotidien, pour pouvoir se ressourcer et ensuite, hop, ils reviennent dans leur métro boulot dodo, ou en tout cas dans la vie urbaine. Donc ça, c'est l'une des manifestations qui montre à quel point on peut être coupé de la nature. Ensuite, la deuxième chose, deuxième fracture que l'on vit, ça va être cette fracture, cette coupure envers les autres. En fait, on s'est coupé des autres dès lors que on a eu cette envie de devenir individualiste. La digitalisation a accentué tout ça. Il y a cette envie de compétition. Et donc, on a arrêté d'être en lien avec les autres. On est devenu très centré sur nous-mêmes. Il y a quelque chose, bon, il y a plusieurs manifestations, mais il y a quelque chose qui est très, j'ai envie de dire, révélateur, c'est les applications de rencontres. Aujourd'hui, on a besoin d'applications de rencontres pour se rencontrer. Et ces applications de rencontres, en réalité,
ne nous permettent pas d'être en lien avec les autres. C'est juste un moyen pour répondre à un besoin de contact, mais pas nécessairement d'être en lien avec les autres. On a arrêté d'être en lien avec les autres. On a aujourd'hui des besoins qui nous sont propres, effectivement des besoins de contact. On répond à ces besoins-là, mais ce lien, aujourd'hui, il s'est coupé. Il s'est réellement coupé. On est devenu très individualiste. Cet esprit de compétition, on fait tout pour soi-même, et la digitalisation, pardon, accentue justement cette coupure. Et puis ensuite, on s'est coupé de nous-mêmes. La coupure, se couper de soi-même, ça c'est vraiment quelque chose de très dramatique et qui a des conséquences mais néfastes et terribles sur nous-mêmes, parce qu'on a appris à voir les choses depuis l'extérieur. On s'est déconnecté de nos propres émotions, déconnecté de ce qu'on peut ressentir. Et, on se présente aujourd'hui, on se présente à travers des attributs. Par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Lorsqu'on rencontre une personne, pour se présenter, on va se présenter à travers notre titre professionnel, notre emploi. Je m'appelle Kwame et je suis entrepreneur. Non, je ne suis pas entrepreneur, je suis bien des choses, d'accord. Mais je ne suis pas entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un emploi, c'est un titre, mais ça ne représente pas qui je suis. Donc voilà, on refoule nos émotions, on se coupe de nous-mêmes, et ça, c'est des conséquences terribles, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des thérapies dans ce sens pour retrouver, j'allais dire, cette connexion envers soi-même. C'est un peu le but également de pas mal d'enseignements spirituels, c'est de conserver ce lien, aussi bien avec soi-même, mais aussi bien avec les autres. Une spiritualité qui se voudrait que centrée sur soi-même aujourd'hui, euh, en mon sens, ce serait une spiritualité qui ne serait peut-être pas forcément adaptée dans le monde dans lequel nous sommes. Je pense très sincèrement que être en lien avec soi-même et être en lien avec les autres, c'est ultra important parce que ça nous permet justement de nous confronter à l'altérité, et l'altérité nous permet finalement de pouvoir encore plus travailler, j'ai envie de dire, en tout cas travailler nos propres enjeux, et de pouvoir de cheminer encore mieux sur justement ce chemin de la conscience, j'ai envie de dire. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas pour la diaspora, et je parle bien quand on parle pour la diaspora, ces trois fractures-là peuvent être vraiment problématiques. En ce qui concerne nos frères et sœurs, nos aïeux, des personnes qui sont restées sur le continent, que ça c'est qu'on vienne de Guadeloupe, de Martinique ou autre, ou même qu'on vienne tout simplement du continent, mais que maintenant depuis quelques générations nous sommes ici en France ou dans d'autres pays en Occident. Le fait est que les personnes qui sont restées sur le continent, eux, ont conservé les pratiques. Très souvent, ils ont encore les pratiques, ils font les libations, ils parlent dans leur maison, dans leur foyer, et c'est quelque chose qu'on peut constater lorsqu'on va sur le continent. On se rend compte que les pratiques, très souvent, sont encore là. Alors, bien évidemment, certains se sont convertis à certaines religions, que ce soit qui sont devenus musulmans, chrétiens ou autres, mais les pratiques traditionnelles restent très souvent ancrées. Alors, de quoi se sont-ils coupés? Alors, on va parler déjà de ceux qui sont restés dans la tradition. Très souvent, ils mettent en place les pratiques, mais comme il n'y a plus ce travail de comprendre quel est le principe derrière les pratiques, très souvent, ils vont par mimétisme, j'ai envie de dire, ou par loyauté envers leurs parents, leurs grands-parents, répéter des choses, donc des pratiques, sans comprendre le pourquoi. Et donc très souvent, on retrouve des choses qui sont vides de sens. Et donc quand il y a des choses qui sont vides de sens, il n'y a plus cette dimension qui permet de pouvoir réellement conserver j'ai envie de dire, la colonne vertébrale de notre tradition. Donc on fait des pratiques, on va faire des sacrifices, on va par exemple parler, on va faire des libations, mais si on n'a pas le principe qu'il y a derrière, ce ne sont que des choses qui sont vides de sens, vides de consistance, et j'ai envie de dire qui n'apportent pas l'ensemble des énergies permettant de pouvoir réellement, j'ai envie de dire, donner de la force à l'action. Ensuite,
il y a celles et ceux qui se sont convertis, bien évidemment, qui font encore les pratiques, mais elles le font encore une fois par mimétisme, donc pas depuis l'endroit où ils sont conscients du principe de pourquoi ils font ça, mais juste par mimétisme, par loyauté envers leurs parents, envers leurs grands-parents. Et donc là, encore une fois, ça manque, il peut manquer de consistance, il peut manquer de force à travers justement ces pratiques, puisque derrière ça, non seulement ils sont rattachés à un autre égrégore qui se nourrit d'autre chose, et en plus de ça, le faisant sans connaître le principe derrière, eh bien, ça n'ajoute pas justement cette énergie permettant de comprendre le comment du pourquoi. Et donc quand c'est transmis, dans les deux cas, quand c'est transmis aux futures générations, ce qu'on transmet, ce sont encore une fois les pratiques, sans transmettre le principe, et donc, de fil en aiguille, la nouvelle génération qui est beaucoup plus proche de cette pensée dite moderne, donc occidentale, souhaite s'aligner à ce que ils peuvent percevoir de bon à travers la télévision, à ce qu'ils peuvent percevoir de juste à travers un mode de consommation. Et donc lorsqu'ils questionnent les parents en demandant mais pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, quand le principe n'est pas connu et qu'on ne comprend pas le pourquoi, et bien forcément, ça ne donne pas envie forcément de répéter bêtement. Et donc, ils abandonnent ces pratiques ancestrales pour s'adonner à des choses qui pour eux font plus de sens parce que c'est répété par un certain grand nombre de personnes, parce qu'il y a un pourquoi, il y a un sens à la raison pour laquelle ils veulent faire ces pratiques-là, et surtout parce que pour eux, eh ben, à un moment donné, ça répond à un vrai besoin. Donc il faut vraiment comprendre que derrière ces pratiques traditionnelles, il faut qu'on puisse les rattacher à un principe. Sans les rattacher à un principe, eh bien ça devient problématique et on voit les conséquences justement de cette problématique-là. Alors l'objet de ces vidéos, c'est bien évidemment de parler, et je vais parler depuis mon endroit, moi-même qui suis de la diaspora. Donc l'idée, ce n'est pas d'apporter une solution de quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Certes, je suis allé sur le continent, mais il y a une différence entre nos croyances, ce qu'on croit être juste, et puis ce que l'on vit de notre propre chair. Et ce qui a le plus d'importance, c'est ce que l'on vit. Donc déjà, comprendre ça, c'est déjà super important parce que ça évite aussi d'avoir cette posture un peu de j'apporte une solution alors qu'en réalité, on est complètement déconnecté d'une réalité, j'allais dire réelle, hein, sur le continent qu'on ne vit pas, et on veut arriver comme ça, nous, en pensant avoir la vérité, alors que nous-mêmes, ici, en diaspora, comme dirais-je, en Occident, on a un certain nombre de travail à faire et qu'on ne fait pas. Donc on va rester aujourd'hui sur l'ensemble de ces vidéos-là et sur la façon dont j'ai envie aussi de vous partager ma propre lecture sur le Kybalion. Ça va être vraiment vu depuis un paradigme, depuis en tout cas une vision, un prisme, vraiment pour les personnes de la diaspora. D'un principe découlent des lois, qui elles-mêmes donnent des manifestations. Alors il y a une structure que l'on retrouve dans l'univers, que vous pouvez vous-même constater et qui est très ancrée dans le Kybalion. C'est que tout ce qui nous arrive est structuré d'une seule façon. Il y a les faits, donc la manifestation, il y a les lois et il y a un principe. Les manifestations, donc les faits, sont multiples. Il peut y avoir plusieurs manifestations, plusieurs faits. Les lois sont maintenant un peu plus réduites. Il y a quelques lois qui sont elles-mêmes régies par un seul principe. Il y a un principe qui peut donner plusieurs lois, et ces lois vont donner plusieurs manifestations. Maintenant, dans le Kybalion, il y a aujourd'hui 7 principes. Ces 7 principes-là, en réalité, par correspondance, en forment qu'un, l'unité, le tout. Nous, on va les travailler vraiment principe par principe. Avant de vous énoncer les 7 principes, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on soit conscient ou non, qu'on les connaisse ou non, ils sont activés, ils sont là. Les principes sont là, qu'on soit conscient ou non. C'est comme les lois. Bon, il y a cette fameuse phrase qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien, c'est le cas. C'est-à-dire que vous soyez conscient ou non, les lois sont là. Les lois de la nature, les lois du vivant, les lois de l'univers, sont régies, sont ici, sont présents, et on en subit les conséquences, qu'on le veuille ou non.
Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous connaissez tous la loi de la gravité. Vous prenez une orange, l'orange, vous la faites tomber, vous la lâchez comme ça, pouf, elle tombe par terre. Que l'on soit conscient ou pas de cette loi de la gravité, quand on prend une orange, quand on la fait tomber, poum, elle tombe par terre. Qu'on le veuille ou non. Un enfant peut expérimenter ça, qui connaisse la loi de la gravité ou pas. Il peut prendre un jouet, il lâche le jouet, il tombe par terre. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on soit conscient ou non, c'est là. Donc vous l'aurez compris, c'est important de connaître les lois. Mais c'est encore plus important de connaître les principes. On dit que respecter la loi et connaître les lois, c'est ce qui vous permet de pouvoir vivre. C'est ce qui vous permet de pouvoir vivre et être, j'ai envie de dire, en lien avec finalement votre environnement, le vivant, avec la nature. Voilà. Là, si vous respectez déjà les lois, c'est déjà une bonne chose. Connaître les principes, c'est là où on commence à être initié. C'est là où on commence finalement à être peut-être à, je vais dire, co-créer, en tout cas, ou peut-être être capable de pouvoir, j'allais dire, manipuler, si on peut dire ça comme ça, même énergétiquement les choses de le vivre. C'est très là où, c'est très souvent à ce moment-là où effectivement beaucoup de personnes peuvent dire ah c'est la magie, ah le fait de faire de la magie, le fait de pouvoir faire manifester des choses, le fait d'être responsable et donc de pouvoir, comment dirais-je, oui, faire de la magie tout simplement, ben, très souvent finalement c'est quand on a accès aux principes. Donc avoir l'accès aux principes, ça nous permet de pouvoir avoir une véritable action, j'ai envie de dire, sur, euh, sur notre vie. On peut dire ça comme ça. Il y a vraiment cette dimension où quand on connaît les principes, et ben en fait tout simplement les lois, non seulement on les respecte, mais en plus de ça, on peut derrière manipulation, j'aime pas parce qu'il y a un côté dit négatif, mais en tout cas on peut avoir une action ou une incidence peut-être sur justement les différentes lois, sur notre vie, j'ai envie de dire. Voilà, sans rentrer dans le côté un peu magie, mais bon finalement c'est un peu ça, vous l'aurez compris. Donc en comprenant ça, en comprenant vraiment les enseignements, les principes et les lois qui sont dans le Kybalion, vous allez voir que dans votre vie, tout va changer. Que ce soit un licenciement professionnel, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit des relations sexuelles, que ce soit une conversation avec vos parents, chaque chose, chaque fait découle de lois connues ou méconnues et découle elle-même d'un principe. Il y a 7 principes, donc une multitude de lois, et donc encore plus de manifestations. Et quand justement on a intégré ça, je vous assure, on a une grille de lecture de ce qui nous arrive dans la vie qui est complètement différente et qui nous permet d'être beaucoup plus responsables. Et on retrouve notre responsabilité et donc notre pouvoir. Les 7 principes du Kybalion. Je vais vous énoncer les 7 principes qu'on va étudier dans les prochaines vidéos. Alors, le premier principe, c'est le principe du mentalisme. Tout est esprit, l'univers est mental. Deuxième principe, c'est le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le troisième principe est le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le quatrième principe est le principe de polarité. Tout est double, toute chose possède des pôles, tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ensuite, c'est le principe du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Le sixième principe est le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné
à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Puis le septième et le dernier principe, c'est le principe du genre. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Voici les 7 principes. On va tenter en tout cas de les aborder à ma façon. Je vais essayer d'être le plus simple possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà de cette première vidéo qui est une introduction, encore une fois. J'espère avoir pu vous donner un certain nombre d'éléments, vous donnant peut-être envie d'acquérir le livre Le Kybalion, donc qui est ce livre aussi, et qui va vous donner justement une lecture peut-être intéressante, je l'espère, de la vie, et peut-être vous donner un peu plus d'éléments, vous donnant justement cette responsabilité, vous permettant de retrouver votre pouvoir. Voilà les amis, c'était Kwame d'Ancestraya. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, bien évidemment, sera en lien avec le premier principe, celui du mentalisme.